timing. Je vous propose, docteur Arnal, qu'on démarre. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à tous d'être présents à la veille d'un mois sacré pour nous, Marocains et musulmans, Ramadan. D'abord, je vous souhaite à tous Ramadan Mubarak Saïd. Nous aurions espéré avoir notre hôte, docteur Michel Arnal, avec nous au Maroc. Il aurait goûté qu'est-ce que c'est un repas marocain à 19h15, un vrai, avec toute la richesse de notre culture, notre gastronomie marocaine. Mais ça ne sera que partie remise, Inch'Allah, après le confinement l'année prochaine, Inch'Allah, ou même après le confinement, bien avant le prochain Ramadan. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Arnal. Donc, pour les personnes, je vais juste, pour des raisons pour qu'on soit audible au fait, je vais demander aux personnes qui ne vont pas parler de mettre leur micro en mode mute, comme ça on n'entend pas le background. Donc, ce webinaire a été co-organisé par votre partenaire, la société Promamec, qui représente Hamilton Medical au Maroc. Donc, la plupart des médecins qui sont connectés, qu'on reconnaît, connaissent le laboratoire Promamec la forte valeur ajoutée de nos solutions que nous offrons pour équiper les cliniques de A à Z et surtout pour vraiment être à côté de vous, médecins, pour accompagner vos patients dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Et je tiens vraiment à tirer un mot parce que nous avons l'habitude de travailler avec vous. Nous savons vraiment le travail extraordinaire que vous faites, que ce soit vos médecins ou vos équipes paramédicales et personnels soignants, pour vraiment soigner tous les patients. Encore plus, et nous sommes très contents que le peuple marocain se rende compte de la forte valeur ajoutée de ces équipes médicales, des équipes médicales, qu'elles soient dans le public ou qu'elles soient dans le privé. Et vraiment, on est fiers de ce que vous faites sur le terrain. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour sauver les vies, pour accompagner votre pays, le Maroc, dans la crise Covid-19 qui malheureusement n'épargne aucun pays dans le monde. Et bravo pour l'extraordinaire travail que vous faites tous les jours pour les patients marocains. Donc, sans tarder, nous sommes ici effectivement pour écouter notre expert Jean-Michel Arnal, qui n'est plus à présenter. Donc, Jean-Michel Arnal est directeur de recherche de la société Hamilton Medical, qui est un des leaders mondiaux des équipements de respiration. Mais également, c'est un praticien, un de vos collègues, praticien dans l'hôpital public de Toulon, dont on voit la très belle image. D'ailleurs, il me disait tout à l'heure que c'est un hôpital qui a été construit il y a 4-5 ans, donc il est tout à fait neuf, qu'on voit ici dans l'image, et qu'on remercie énormément pour venir partager avec nous le retour d'expérience, les recommandations, aussi des patients qui ont été pris en charge Covid-19, mais avec en toile de fond la respiration, toute la solution de respiration des patients qui sont sous traitement Covid-19. Donc, merci beaucoup à Dr Jean-Michel Arnal. Donc, je vous laisse le soin de commencer. Juste un petit point, parce que je vois que d'autres personnes continuent à nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, un petit point juste. Donc, nous avons 1 heure à peu près ensemble, mais pendant l'heure, avec le Dr Jean-Michel Arnal, on s'était mis d'accord qu'au fur et à mesure, vous pouvez poser toutes questions. Donc, vous avez la possibilité dans l'outil de poser les questions. Vous avez questions, question and answers, Q&A. Donc, vous posez vos questions. Au fur et à mesure, je vais essayer de faire la modération, demander à Jean-Michel de répondre à telle ou telle question en fonction de l'avancement. Et en fonction du temps qui nous reste à la fin, nous aurons aussi l'occasion d'en débattre et d'échanger fraternellement et ouvertement sur nos expériences marocaines et croiser avec ce que Jean-Michel va nous présenter par rapport à la respiration. En tout cas, merci encore à tous d'être venus et je laisse la parole à Jean-Michel Arnal pour commencer. Merci Jean-Michel. Merci Monsieur Chaouki, mesdames et messieurs, bonsoir. Un grand merci de participer à ce webinaire après votre journée de travail. Et donc je remercie la société Promamec et Monsieur Chaouki d'avoir organisé cette réunion. Donc effectivement, je ne vous cacherai pas que je suis praticien et c'est surtout en tant que praticien que je vais vous parler, mais j'ai un conflit d'intérêts. Je suis directeur de la recherche médicale chez Hamilton Medical, donc et j'utilise Hamilton évidemment, et donc on parlera de quelques solutions. Alors d'emblée, je préfère vous dire qu'il y aura des limites dans ma présentation. Je vais essayer de vous faire part des données de la littérature
et de mon expérience personnelle avec ces patients. Mais vous savez qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, que tous les jours on a des informations nouvelles. Donc les protocoles de prise en charge qu'on va discuter peuvent avoir une valeur relative et peut-être que dans 15 jours vous apercevrez que les choses ont complètement changé. Maintenant, plus on a l'expérience, moins les protocoles changent. Et bien sûr, je vais essayer d'être quand même assez pratique parce que je pense qu'au début, c'est de ça dont on a besoin. Mais les informations que je vous donne vont être adaptées en fonction de votre situation, c'est-à-dire en fonction de l'architecture de votre service, en fonction de vos moyens matériels, des ressources humaines dont vous disposez et des pénuries dont nous sommes tous les victimes en ce moment. Donc, je ne sais pas comment est la situation au Maroc, mais c'est vrai qu'en ce moment, on doit vivre avec des pénuries et ça va orienter un peu nos choix. Alors, vous savez que ce coronavirus nous vient de Chine et qui s'appelle le SARS-CoV-2 et la maladie liée au coronavirus s'appelle le Covid-19. Ce virus, comme la plupart des virus, se développe toujours dans un hôte, donc c'est un virus respiratoire qui va rentrer dans la cellule par les récepteurs ACE2, donc les récepteurs de conversion de l'angiotensine, et l'ACE2, il est particulièrement important sur les pneumocytes et sur les cellules endothéliales. Donc c'est là qu'il va surtout sévir. Il va donc une fois qu'il va se fixer sur le récepteur, le virus va être intégré dans la cellule et là il va, comme tous les virus, libérer son RNA qui va utiliser, si je puis dire, l'usine qui est la cellule pour reproduire son RNA, fabriquer des protéines et se multiplier et être relâché donc dans la circulation. Donc c'est pour ça que très rapidement on a énormément de virus qui vont se dispatcher dans l'organisme et éventuellement être exhalés, donc se passer à un autre patient. Alors comme on le lit partout, et vous le savez probablement, l'atteinte respiratoire du Covid-19 touche finalement une petite proportion de patients, puisque 80% des patients qui sont infectés ont des symptômes mineurs ou pas du tout de symptômes, ce qui veut dire qu'on ne les voit pas à l'hôpital. Et finalement, les gens qu'on voit à l'hôpital, c'est à peu près 20% de la population, avec 15% qui ont des symptômes modérés et qui généralement vont être gérés dans les services de médecine et de pneumologie. Ils auront besoin d'un peu d'oxygène. Et finalement, que 5% des patients infectés qui vont avoir des symptômes sévères et qui auront besoin d'un support ventilatoire et qui vont être les patients que vous aurez en réanimation. Alors, comment ça se présente cette maladie ? Généralement, la première semaine après la contagion, le patient présente une fièvre, une toux sèche, des vomissements, des diarrhées. Et c'est lors de la deuxième semaine qu'il commence à avoir une dyspnée, une sensation de souffle court et qui peut présenter une désaturation qui va l'amener à consulter aux urgences. Alors de plus en plus, on s'aperçoit que ce virus n'atteint pas que la respiration et qu'il y a d'autres symptômes, on va dire un peu plus mineurs, mais qui témoignent de la localisation du virus, notamment des anosmies, des agueusies, des cytolyses hépatiques qui sont pas très graves, mais qui sont notables sur le bilan, des éruptions érythémateuses, et puis des troubles cognitifs qui ont été essentiellement décrits chez les personnes âgées. Donc, ce qui est actuellement décrit, c'est que les personnes âgées font volontiers des troubles cognitifs sans symptômes respiratoires ou avec des symptômes respiratoires très mineurs. Et c'est assez piégeant parce que on n'a pas au début pensé que ça pouvait être un Covid. Alors, quels sont les facteurs de risque pour les formes sévères, c'est-à-dire ceux qui vont venir en réanimation? De façon très impressionnante, ce sont principalement des hommes à 80%, d'un âge, on va dire, moyen, donc de 50 à 70 ans, qui ont volontiers une surcharge pondérale ou une obésité, pas forcément une obésité massive. Et parmi les comorbidités, l'hypertension est de loin la comorbidité la plus fréquente. Et de façon impressionnante, on est surpris de voir que ça n'atteint pas les patients BPCO, alors que, je ne sais pas au Maroc, mais moi dans mon service, les patients BPCO représentent en général à peu près 25% de la population,
qui ont comme comorbidité une BPCO, qui ne sont pas forcément en réanimation pour leur BPCO, mais la comorbidité BPCO est très fréquente, et bien là on est surpris de voir qu'on n'en voit pas. Et vous avez dû entendre les études récentes qui sont sorties pas plus tard que hier, qui montreraient que le tabagisme actif serait protecteur contre l'infection. Alors, on a pour ça des données italiennes. Donc ça, c'est une étude qui a rapporté 1600 patients italiens donc hospitalisés dans les services de réanimation, donc une belle étude. Et vous voyez, l'âge médian était de 63 ans, c'était à 82% des hommes, et parmi ceux-là, 30% n'avaient aucune comorbidité et 50% avaient une hypertension, 20% des maladies cardiovasculaires, et finalement que 4% avaient une BPCO. Donc c'est vraiment cette population-là, et ça correspond parfaitement à l'expérience qu'on a dans notre service. Aujourd'hui, on a à peu près traité une quarantaine de patients, et c'est typiquement, ils se ressemblent tous, des hommes un peu obèses, hypertendus, mais qui avaient une très bonne qualité de vie avant d'être admis en réanimation. Alors, comment le patient va se présenter quand il aura une indication de réanimation? On va avoir un patient qui a une hypoxémie sévère, donc une saturation basse, avec une demande ventilatoire qui est augmentée, c'est-à-dire qu'il va quand même avoir tendance un peu à hyperventiler, mais de façon impressionnante, c'est très bien supporté, le patient ne ressent aucun inconfort lié à sa dyspnée. Et ça, c'est un tableau très particulier, qui n'est pas du tout ce qu'on voit d'habitude dans les pléopathies hypoxémiantes. Dans la grande majorité des cas, ces patients n'ont pas de désordre hémodynamique, ils ne sont pas marbrés, ils n'ont pas de choc. Ils ont un trouble de la perfusion cutanée qui est très particulier, ce n'est pas du tout des marbrures comme on voit dans le choc septique, mais par contre, si vous mettez votre main sur la peau du patient, eh bien, vous aurez un temps de recoloration cutanée qui sera prolongé. Donc, il y a quand même des troubles de la microvascularisation dans cette maladie. Et puis, on s'aperçoit qu'ils sont volontiers un petit peu confus, un petit peu désorientés, mais sur le versant plutôt calme. Ce n'est pas des patients agités. Alors, pourquoi ces patients sont hypoxémiques? Là aussi, c'est très particulier. On voit clairement qu'il y a un dérèglement de la vasoconstriction hypoxémique. C'est-à-dire qu'il y a un effet shunt par des capillaires qui restent ouverts dans des alvéoles qui, manifestement, sont mal perfusés. On a par ailleurs des microthromboses des capillaires pulmonaires. Et puis, de façon conventionnelle, comme on le voit dans les SDRA classiques, on peut avoir des shunts par des zones qui sont collabées, notamment dans les parties dépendantes du poumon. Mais les deux premiers phénomènes sont assez particuliers et ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les autres pneumopathies hypoxémiantes. Et l'augmentation de la commande ventilatoire aussi est très particulière. C'est un peu, oui, on va dire, spécifique à cette maladie-là. Alors pourquoi est-ce que ces patients ont une telle augmentation de la commande ventilatoire? Certes, ils sont hypoxémiques, mais l'hypoxémie, on la corrige généralement avec de l'oxygène. Certes, ils ont un hypermétabolisme parce qu'ils ont une inflammation, mais pas plus qu'un patient qui sera en choc septique. Certes, ils ont de l'œdème pulmonaire, un petit peu. Donc, on sait que l'œdème pulmonaire peut entraîner une augmentation de la commande, mais de plus en plus, on pense qu'il y a un neurotropisme du virus sur les centres cardio-respiratoires et que ça pourrait être l'explication pour cette augmentation de la commande ventilatoire. Donc, le tableau physiopathologique est assez particulier. Quand on intube ces patients, la plupart du temps, en tout cas au début, ils ont une compliance thoracopulmonaire qui est préservée, contrairement au SDRA classique. Ils sont faiblement recruteurs parce qu'ils ont peu de condensation pulmonaire. Ils ont cette commande respiratoire qui est augmentée, et on va voir que ça va influencer le traitement qu'on va leur proposer. Ils ont un espace mort physiologique qui est augmenté aussi. Ils ont des microthromboses et des embolies pulmonaires, généralement qui apparaissent un peu plus tard. En tout cas, les embolies, on les voit rarement sur le premier scanner, c'est plutôt au bout d'une semaine. Ils ont des besoins de sédation qui sont importants. Ça, tout le monde le décrit, les Chinois, les Italiens, et c'est ce qu'on observe.
pour sédater ces patients, on a besoin de grosses doses de sédation et on n'a pas franchement d'explication. Et puis, initialement, à la prise en charge, ils n'ont pas de sécrétion bronchique, je veux dire, ce n'est pas des patients qui sont encombrés, mais par contre, plus tard dans la prise en charge de la ventilation, on s'aperçoit qu'ils ont des sécrétions bronchiques extrêmement collantes, qui ressemblent à du chewing-gum, avec des risques d'obstruction de la sonde d'intubation qu'on voyait plus. Donc en quelques semaines, là on en a vu beaucoup plus que sur les 5 dernières années. Donc ça va aussi influencer le choix sur le circuit ventilatoire. Alors, que fait ce virus? On l'a dit, il se fixe sur les récepteurs ACE de la membrane alvéolo-capillaire. Il va abolir la vasoconstriction hypoxémique, ce qui explique le shunt. Il va entraîner une inflammation vasculaire pulmonaire qui va entraîner des microthromboses dans les capillaires pulmonaires. Et on a l'impression que dans un certain nombre de cas, ça va entraîner une fibrose post-agressive, donc des patients qui vont évoluer vers un tableau de fibrose pour lequel il faudra se poser la question de mettre en place une corticothérapie. Alors c'est toujours difficile de savoir si la fibrose elle est due au virus ou si elle est due aux lésions pulmonaires qu'on a pu induire par la ventilation. Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit sur des biopsies ou sur des autopsies que le virus est aussi identifié dans le rein, dans le cœur, dans le foie et dans les intestins. Donc, on voit bien que ce n'est pas qu'un virus respiratoire. Alors, avant de parler des prises en charge, il faut vraiment aborder le contexte organisationnel parce que clairement, on n'est pas dans les conditions habituelles pour soigner ces patients. Les patients sont dans des chambres isolées, à pression négative, si possible, et les portes restent fermées pour pas infecter tout le service. C'est des patients qui sont contagieux par les sécrétions respiratoires et les selles. Donc l'accès aux patients est limité pour les infirmières. Ne peuvent pas faire les soins aussi souvent que d'habitude pour les traitements. Donc généralement les infirmières vont regrouper les traitements pour rentrer une fois dans la chambre et faire tous les traitements d'un coup. Mais aussi pour nous, pour les réglages du ventilateur, on va pas pouvoir entrer dans la chambre aussi facilement qu'un autre patient, où finalement, quand on est inquiet, on rentre, on monte la PEP, on baisse la PEP, on ajuste la FiO2, etc. Là, chaque fois qu'on va vouloir changer un réglage, il va falloir s'habiller, se déshabiller, donc ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, et ça utilise des masques, des tenues, etc. Donc on va réduire quand même le nombre de réglages. Il n'y a pas de possibilité d'accès en urgence. Si un patient fait un arrêt cardiaque ou s'auto-extube dans sa chambre, on en a au moins pour 1 minute le temps de s'habiller proprement, etc. Donc, il va falloir réfléchir à mettre en place des procédures extrêmement sécurisées où, en gros, on va limiter les facteurs de risque d'avoir à rentrer en urgence. Et puis, une autre contrainte, on l'a dit, c'est qu'on a des restrictions, voire des pénuries, soit de matériel, soit de médicaments. Et ça va nous obliger à adapter notre pratique en fonction des restrictions qui évoluent d'un jour à l'autre en fonction des livraisons. Donc voilà une photo d'un patient Covid à travers la fenêtre. Donc c'est comme ça qu'on va observer le patient. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner l'écran du ventilateur vers la fenêtre pour qu'on puisse voir à travers la fenêtre la compliance, etc. Mais vous voyez que l'accès est un petit peu compliqué. Et d'autres photos avec des soignants dans les chambres. Sur la gauche, on voit l'interne qui est en train de commencer sa visite. Donc vous voyez qu'ils sont habillés avec une blouse. Nous, on met une deuxième blouse en plastique par-dessus parce que nos blouses sont pas étanches. Un masque FFP2. On se couvre la tête et des lunettes de protection et puis bien sûr des gants. Et puis sur la diapo de droite, on voit un patient avec des soignants qui sont en train de se préparer à le mettre en décubitus ventral. Mais vous voyez que le décubitus ventral qui prend au moins 4 soignants, pendant un quart d'heure, ces soignants ils sont pas disponibles pour le patient d'à côté. Donc il va falloir s'organiser pour que aucun patient ne soit en danger et que néanmoins les patients soient traités. Donc l'objectif principal, et ça doit être vraiment l'objet de notre réflexion quand on met en place les procédures, c'est de protéger les soignants.
hein. Clairement, il faut absolument faire tout pour que aucun soignant ne soit infecté par un patient. Je pense que c'est une responsabilité éthique, hein, clairement. Il y a un mois, il y a une équipe chinoise qui a décrit que 30 à 40% de personnel travaillant en animation ont été infectés au Covid. Et moi, ça m'a effrayé. Vraiment, ça m'a effrayé parce que je me suis dit, mais si c'est la même chose chez nous, ça veut dire que nous, actuellement, on est à peu près 150 à travailler dans le service. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être 40 personnes qui vont être infectées. Sur les 40, il y en a forcément un qui va être en réanimation. Et pour moi, ça ne serait pas acceptable qu'un soignant termine en réanimation parce qu'il s'est infecté en travaillant. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de disposer d'un maximum de protection, qu'on va mettre en place des protocoles d'habillage et de déshabillage. C'est pas inné. C'est vrai que quand on n'a jamais participé à ce genre de choses, eh ben, il va falloir former les gens et leur faire des exercices d'habillage et de déshabillage, et qu'avant d'entrer dans la chambre, il y a toujours quelqu'un qui vérifie. Parce que c'est vrai que quand on est fatigué en fin de journée, ben, on oublie les lunettes de protection, on oublie ci, on oublie ça. On va limiter les entrées dans la chambre. Et nous, dans le service, on a compté qu'on essaye de restreindre au maximum et qu'en gros, un patient intubé ventilé, il y a 12 entrées par jour dans la chambre, un peu plus s'il a besoin de décubitus ventral, mais tout compris entre les infirmières et les aides-soignantes, les médecins et les personnes qui vont nettoyer la chambre. Ça fait 12 passages par jour, mais vous comprenez bien qu'il faut s'organiser. On va planifier les soins. Et puis, on va faire des choix de sécurité et d'efficacité. Et c'est pour ça que, à ce titre-là, nous, personnellement, on n'a pas fait le choix initialement d'utiliser de l'oxygénothérapie à haut débit parce que on a estimé que le bénéfice n'était pas assez important par rapport au risque de dispersion du virus. Et donc, l'objectif, c'était de protéger les soignants. Pour la même raison, on ne fait pas de décubitus ventral en ventilation spontanée. Il y a quelques équipes qui montrent que peut-être ça marche, mais quand on fait ça, on est obligé de rester à côté du patient parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, on a pris le parti de ne pas en faire. Et on va extuber le patient de façon relativement précoce pour pas risquer une auto-extubation. Et puis, on sait qu'on va mettre des alarmes sur le ventilateur, par exemple, un peu différentes. On va les augmenter par rapport à notre pratique habituelle parce que si le patient est encombré et que il atteint la limite de pression maximum, le temps que l'infirmière s'habille pour aller l'aspirer, il va se passer 1 minute et pendant ce temps-là, il n'est pas ventilé. Donc, on va volontiers sécuriser en augmentant un petit peu les alarmes. Donc, toujours pareil, adapter en fonction de vos moyens. Et puis, j'ai appris en début de semaine que ce fameux service chinois qui a eu 30 à 40% de soignants infectés, en fait, c'est pas dans les chambres qui se sont infectés, c'est dans la salle de thé. Et effectivement, je veux dire, on a tendance à prendre un maximum de précautions dans les chambres, et puis quand on va dans la salle de thé, dans la salle de pause et de repos, on prend plus aucune précaution. Et donc, il faut aussi, évidemment, prendre les précautions dans les pièces communes du service. C'est un peu moins convivial, mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant là-dessus. Alors, comment on va prendre en charge ces patients? Donc, les recommandations de l'OMS ou de la Surviving Sepsis Campaign disent qu'il faut débuter l'oxygénothérapie aux lunettes quand la SpO2 est inférieure à 92 en air ambiant et viser un objectif de SpO2 entre 92 et 96. Nous, on a pris le parti dans notre hôpital avec l'équipe de pneumologie de ne pas faire de VNI, de CPAP ou d'oxygénothérapie à haut débit dans les services parce que les patients sont pas très bien surveillés et surtout parce que c'est des patients qui vont se dégrader très rapidement. Donc, le parti qu'on a pris, c'est que en service, on met en place de l'oxygène, on monte l'oxygène pour avoir 92-96. Et à partir du moment où le patient a besoin de plus de 6 litres, donc il a besoin, on va dire, d'un masque, qu'on ne peut plus utiliser des lunettes, eh bien, on tire la sonnette d'alarme et on commence à le rapprocher du service de réanimation.
Alors, ça peut vous paraître abusif, mais quand le patient a besoin de plus de 6 litres, la très grande majorité des cas sont intubés dans les 12 heures. Donc, tous ces patients se sont aggravés très rapidement et finalement, c'est pas du tout abusif que de les admettre en réanimation à ce stade-là. Bien sûr, ça dépend du nombre de places que vous avez en réanimation. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire en réanimation? Il y a plusieurs propositions. Est-ce qu'on va leur faire de la ventilation non invasive? Clairement, la VNI est peu indiquée dans cette prise en charge parce que c'est des patients qui sont hypoxémiques, qui ne présentent pas du tout d'hypercapnie. Au contraire, généralement, ils hyperventilent, donc ils sont plutôt hypocapniques. Il n'y a aucune indication à diminuer leur travail respiratoire. Et c'est sûrement pas la VNI qui va le faire dans ce cas-là. Et surtout, avec la VNI, on risque d'aggraver les lésions pulmonaires parce qu'on va augmenter le volume courant et augmenter la ventilation minute. Donc, on risque d'induire des lésions de ventilation par la VNI. Et puis, la VNI va aérosoliser le virus parce qu'on sait bien qu'il y a forcément des fuites sur la VNI. La VNI étanche, ça n'existe pas. Et puis, la VNI, c'est un soin qui va nécessiter du temps passé auprès des patients pour bien adapter le masque, pour bien trouver les réglages, et puis des visites répétées aux patients. Et on a toujours peur que le patient s'arrache le masque alors qu'on n'est pas dans la chambre. Et donc, pour moi, c'est un traitement qui, clairement, dont on n'en attend pas beaucoup, et par contre, qui peut abîmer les poumons du patient ou infecter les soignants. Donc, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'indications dans le Covid. L'autre traitement qu'on peut discuter, c'est le haut débit nasal ou l'oxygène à haut débit. Lui, il est modérément indiqué, on va dire un peu plus que la VNI. Pourquoi? C'est sûr que c'est des patients hypoxémiques, donc on va rechercher l'effet oxygénation du haut débit. Vous savez que le haut débit produit un petit effet PEP, mais qui est trop faible pour être intéressant. Il est de 2 à 3 cm d'eau, 4 au maximum si le patient ferme la bouche, mais c'est pas beaucoup. C'est sûr que par du haut débit, on pourra apporter une FiO2 élevée. Le haut débit a un effet ventilation, mais à nouveau, c'est pas ça qu'on recherche chez ce type de patient. Le haut débit a un effet humidification, mais qui est pas très intéressant au début parce que, comme je vous le dis, ces patients n'ont pas de sécrétion au début. Donc finalement, l'effet principal du haut débit, c'est que c'est plus confortable qu'un masque haute concentration. Ça, c'est vrai, mais est-ce que ça justifie d'utiliser ça juste pour l'effet confort? J'en suis pas tout à fait sûr, parce que il y a toujours un risque de retarder l'intubation, car la surveillance de ces patients est difficile. Donc, c'est des patients qui se plaignent pas, on va leur mettre du haut débit, donc ils vont être confortables, il n'y a pas de doute, mais j'ai toujours peur que ça retarde l'intubation, et on sait que toute intubation retardée aggrave le pronostic du patient. Donc, pour moi, c'est pas forcément le traitement miracle. Probablement que l'eau débit aggrave aussi l'aérosolisation du virus, on va dire par rapport à un masque à haute concentration. Il y a un peu un débat là-dessus. Il y a des gens qui disent que si on utilise moins de 30 litres par minute, c'est mieux que plus de 30 litres. Et de l'autre côté, chez un patient hypoxémique, on utilise généralement beaucoup plus de 30 litres par minute. Il y a un autre problème pour le haut débit, c'est que ça consomme énormément d'oxygène. Donc, si vous avez peu de patients, ça va. Mais si vous avez beaucoup de patients sur le haut débit, ça peut dépasser les capacités prévues dans votre service pour la fourniture d'oxygène. Et dans certains pays, l'oxygène est cher. C'est pas le cas en France, mais je sais que dans certains pays, il y a un coût important sur l'oxygène. Donc, c'est pas négligeable. Donc, je dis pas qu'il faut pas utiliser le haut débit nasal, mais à mon avis, il faut garder l'indication si on a un patient qui a pas besoin d'être intubé, évidemment, et qui est très inconfortable au masque à haute concentration. Donc là, on n'a pas le choix, on va lui proposer du haut débit. Troisième traitement non invasif, c'est la CPAP. Donc, vous savez que la CPAP, c'est un niveau de pression. Avec la VNI, c'est 2 niveaux de pression. Donc, la CPAP est indiquée parce que, en fait, c'est une PEP. Et donc, chez certains patients, ça va recruter les alvéoles et ça peut avoir un effet bénéfique. Alors, quand on fait la CPAP, il faut utiliser ou régler une PEP au moins à 10 cm d'eau. Ce qu'on dit, c'est qu'on règle 10 cm d'eau pour avoir au moins 8 cm d'eau parce qu'il peut quand même y avoir des fuites.
On va utiliser un masque facial ou un casque. Je ne sais pas si au Maroc vous utilisez des casques. C'est très italien comme méthode, mais c'est une bonne méthode parce qu'on peut faire des séances en continu. Nous, on utilise très très peu. Et puis, on va utiliser un générateur de débit. L'avantage de la CPAP, c'est qu'on peut mettre un filtre sur la partie expiratoire, donc ça va diminuer l'aérosolisation du virus. Si vous n'avez pas les moyens de faire la CPAP, vous pouvez très bien faire… Monsieur Arnal? Oui. Mais j'ai juste une question par rapport à ce point, justement. Un des médecins me pose la question, que pensez-vous du masque Helmet pour les patients Covid en réanimation? Je pense que c'est très bien. C'est ce que j'appelle le casque, en fait. C'est ce que j'appelle le casque, mais effectivement, ça s'appelle le masque Helmet. Je pense que c'est très bien parce que clairement, là, on peut mettre un filtre à la sortie. Donc, on filtre totalement le gaz et on diminue les risques pour les soignants. On peut faire des séances continues. On peut laisser un patient sous le casque. La seule précaution qu'il faut bien prendre, c'est quand une personne va retirer, la personne qui va retirer le casque, il faut qu'elle fasse très attention parce que là, il y a un risque d'aérosol qui est important. Donc, je pense que c'est une très, très bonne méthode. Alors, ce que je disais, si vous n'avez pas les moyens de faire la CPAP, vous pouvez faire de la VNI, mais à ce moment-là, on va faire de la VNI qui ressemble à de la CPAP, c'est-à-dire qu'on va régler une PEP élevée à 10 et une aide très basse. Et du coup, ça ressemblera, si je puis dire, à de la CPAP. Donc, il y a le professeur Kamous qui, justement, renforce le point en disant qu'eux, ils l'utilisent pour la post-extubation, aussi le helmet. D'accord, d'accord. Bah oui, ça me paraît très, très, très bien. Alors, quand est-ce qu'on va démarrer la CPAP? Pareil, il n'y a pas de recommandation. Donc, moi, je vous dis ce qu'on fait nous. Hein. Dès qu'un patient aura une PaO2 inférieure à 120 au masque à haute concentration, hein, on va démarrer la CPAP. En gros, masque à haute concentration, c'est à peu près 60% de FiO2. C'est difficile de le dire. Mais donc, ça fait un patient qui a un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200. Donc, on va commencer relativement tôt la CPAP pour voir est-ce que ça marche ou pas. Bien sûr, la contre-indication de la CPAP, c'est un patient qui aurait une défaillance extra-respiratoire. Si le patient a un choc, là, on ne va pas lui faire la CPAP, on va l'intuber. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un monitorage attentionné de ce traitement pour rapidement voir est-ce que ça fait du bien au patient, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, on ne va pas insister. Docteur Arnal, juste toujours par rapport à Helmet, le masque Helmet, jusqu'à quel point ça évite l'intubation? Alors, ça, je peux pas vous le dire. D'après nos collègues italiens, c'est quand même eux qui ont la plus grosse expérience. Ils font beaucoup de CPAP avec le Helmet et il semblerait qu'ils intubent au moins 70% des patients. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite proportion des patients pour qui c'est intéressant, clairement, hein, mais c'est pas la majorité. D'accord. Merci. Donc, un petit rappel, si on veut faire de la CPAP, il y a des méthodes qui sont mieux que d'autres parce qu'en gros, un patient qui respire, que ce soit dans un masque ou dans un helmet, il faut qu'il ait un gros débit. Et finalement, la meilleure façon de fournir un gros débit, c'est d'avoir un générateur de débit comme ça. Enfin, un générateur, celui-là, c'est le Caridine, mais il y en a plusieurs sur le marché. Donc, un appareil relativement simple, mais qui va fournir un vrai gros débit et sur lequel on pourra régler la FiO2. Est-ce qu'on peut faire la CPAP sur un ventilateur? Oui, mais principalement sur les ventilateurs à turbine. Les ventilateurs à turbine peuvent fournir un haut débit, donc le patient sera toujours récompensé du haut débit. Si par contre vous utilisez la CPAP dite de Boussignac, la pression sera maintenue, mais le débit est très très faible. Donc le patient va augmenter son travail ventilatoire parce que le débit fourni par ce système-là, généralement, ne couvre pas les besoins du patient. Et c'est exactement la même chose si vous faites de la CPAP sur un ventilateur de réanimation
disons conventionnelle, c'est-à-dire avec un mélangeur et non pas avec une turbine comme cela. On peut faire de la CPAP, mais vous voyez un exemple ici avec la courbe de pression en jaune. Vous voyez que quand le patient inspire, on a une dépression. Donc, ce n'est pas de la vraie CPAP parce qu'à chaque fois qu'il inspire, la pression chute. Donc, pour éviter ce phénomène-là, il vaut mieux, si vous avez que ça, régler une VNI avec une PEP à 10 et une petite aide qui va éviter ce problème-là. Alors, très important, comment on va monitorer notre CPAP? On va regarder, est-ce que la CPAP permet de diminuer la fréquence respiratoire? Est-ce qu'elle est bien tolérée? Quand la CPAP marche, c'est simple. On demande aux patients, ils sont conscients, est-ce que ça vous fait du bien? Et la plupart du temps, le patient, il ne se trompe pas. Quand ça lui fait du bien, il le ressent et vous dit oui, oui, et il est prêt à continuer. Et quand il n'en ressent aucun bénéfice, il ne le tolère pas et il va nous dire non. Et puis, bien sûr, on va regarder l'amélioration de l'oxygénation. Sous CPAP, on peut connaître la FiO2 de façon précise. Donc là, on peut clairement calculer un rapport PaO2 sur FiO2. Si quand on met en place la CPAP, on arrive à baisser la FiO2, c'est très bon signe. Et clairement, l'efficacité de la CPAP dans le Covid, c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'au bout de 4 à 6 heures de CPAP, on doit voir une amélioration. Si vous n'avez pas d'amélioration en 4 à 6 heures, n'en attendez pas grand-chose et il faut envisager l'intubation. Alors donc, l'intubation, l'indication pour intuber, ça va être la non-amélioration clinique ou la non-amélioration de l'oxygénation une fois qu'on aura démarré la CPAP. Et nous, dans le service, on a un protocole qui est assez clair. Si le rapport PaO2 sur FiO2 reste inférieur à 150 après 4 à 6 heures de CPAP, on intube le patient. Si le rapport PaO2 sur FiO2 reste inférieur à 200 après 12 à 24 heures de CPAP, on intube le patient, c'est-à-dire qu'on estime que l'efficacité n'est pas suffisante parce qu'on a en tête que dans cette maladie, le retard à l'intubation aggrave le pronostic. Donc, il ne faut pas pousser, à mon avis, la CPAP trop longtemps si manifestement ça ne marche pas bien. Je ne sais pas s'il y a... Oui. En fait, justement, je voulais juste pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps, je leur rappelle juste si vous avez la possibilité de poser des questions. Sur le menu à côté, questions, question and answers, vous pouvez poser vos questions. Juste pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Alors, nous avons effectivement une question. C'est quoi la différence entre le générateur de débit et le respirateur de réa? Alors, il n'y a pas énormément de différence. On utilise ce qu'on a. Donc, je dirais, si vous avez des générateurs de débit, utilisez-le parce que ça vous permettra de garder le ventilateur pour un patient qui sera intubé. Si maintenant vous avez que des ventilateurs et qui sont disponibles, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Okay, merci. Alors, pourquoi il faudrait intuber les patients hypoxémiques sévères? Il y a tout un débat dans les réseaux sociaux avec des gens qui ont tendance à dire mais non, ils sont hypoxémiques sévères, c'est bien toléré, pourquoi est-ce qu'il faut les intuber? Alors, clairement, on va se rappeler la physiologie de base, c'est que le fait de sédater un patient, c'est la première chose pour diminuer ses besoins en oxygène, donc pour augmenter la délivrance périphérique de l'oxygène. Et puis, un autre avantage de l'intubé, c'est qu'on va essayer de recruter, s'il est recrutable, mais s'il a des condensations postérieures, on va essayer de les recruter, soit par des manœuvres de recrutement, soit par des décubitus centrales. Et enfin, la troisième raison, qui est à mon avis très importante, c'est qu'un patient hypoxémique qui a des lésions pulmonaires, si on le laisse trop longtemps en spontané, il va créer ce qu'on appelle des pécillies. Donc, pécillies, c'est pour des lésions pulmonaires créées par lui-même. Et donc, c'est un concept que vous connaissez probablement, qui a été décrit il y a quelques années par Laurent Brochard. Donc, pécillies, c'est pour Patient Self-Induced Lung Injuries, donc les lésions pulmonaires induites par le patient lui-même. Vous imaginez un patient qui a des lésions pulmonaires du fait du Covid, qui va entraîner une fuite capillaire, qui va entraîner un œdème du poumon,
qui va aggraver les échanges gazeux. Et ça va augmenter sa commande ventilatoire. Et vous vous rappelez qu'on a dit que dans le Covid, on a d'autres raisons d'avoir une augmentation de la commande ventilatoire. Donc, si on a une commande ventilatoire augmentée, qu'est-ce qui va se passer? Le patient va faire de gros efforts, va avoir une pression alvéolaire très négative, va avoir une pression transpulmonaire très négative, va faire des grands volumes courants, et ça va favoriser les lésions pulmonaires, et après on rentre dans un cercle vicieux. Donc on a vraiment l'impression que les patients qui ont été intubés avec retard se sont eux-mêmes abîmés les poumons. Et alors il n'y a pas d'études, je ne peux pas vous dire qu'il y ait d'études, mais j'ai l'impression que c'est l'expérience de nos collègues italiens, dans les centres où ils ont essayé d'utiliser les supports non invasifs le plus longtemps possible, eh bien, quand ils ont intubé les patients, le pronostic était très mauvais, soit en termes de mortalité, soit en termes de durée de ventilation. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très prudent et ne pas hésiter à intuber les patients. Gardez toujours en tête qu'il vaut mieux intuber trop tôt qu'intuber trop tard. Hein, c'est moins dangereux pour le patient de l'intuber trop tôt que d'intuber trop tard. En pratique, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais chaque fois qu'on intube un patient, c'est rare qu'on se dise le lendemain ou le surlendemain, mince, on l'a intubé trop tôt, on n'aurait pas dû l'intuber. Généralement, le patient a une bonne évolution, mais on regrette jamais d'avoir intubé un patient. Alors que, malheureusement, ça arrive qu'on regrette de l'avoir intubé trop tard. Alors, une fois qu'on a décidé d'intuber, comment on va l'intuber? C'est une procédure particulière. On va utiliser du matériel peut-être différent et les gestes sont un peu différents. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est une checklist pour être sûr qu'on rentre dans la chambre avec tout le matériel et qu'on fasse les choses comme il faut pour, à nouveau, diminuer l'exposition des soignants. Donc, on va plutôt préoxygéner notre patient avec un masque à haute concentration plutôt que de la VNI ou du haut débit. On va faire une croche induction. On va retirer le masque à haute concentration quand le patient fait son apnée, donc il expire plus de gaz. On va éviter de le ventiler au bas-vu. Néanmoins, on prépare toujours un bas-vu. Et puis, on rajoute un filtre sur le bas-vu pour pas se risquer d'être infecté. Et puis, si on peut, on va intuber au glidescope pour pas être obligé de se rapprocher, si je peux dire, du patient. Dès que la sonde d'intubation va être dans la trachée, on va gonfler le ballonnet, puis connecter le ventilateur, puis démarrer la ventilation pour éviter effectivement un maximum de contamination du personnel. Généralement, ces intubations, et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs par les sociétés savantes, sont faites plutôt par un médecin senior et on va éviter d'exposer les jeunes à ce geste-là. Docteur Arnold, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir juste sur l'intubation. Donc, on a une question et juste un petit point de détail. Vous avez en bas, démarrer la ventilation, il y a un bouton masqué. Si vous pouvez appuyer juste sur masquer parce que ça masque une partie des mots de ventilation. Ah oui, pardon. Pas de souci, c'est juste un petit détail là. Mais on voyait bien la ventilation. Alors, il y a une question ici. La CPAP Optiflow, les risques de contagion. Faut-il intuber si on n'a pas les supports d'oxygénothérapie adaptés? C'est-à-dire si vous avez ni CPAP ni oxygénothérapie à haut débit, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ben, oui, je crois que oui, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ces choses-là, on va dire à partir du moment où on aura une PaO2, je mettrai la barre un peu plus bas, mais une PaO2 inférieure à 100 au masque à haute concentration, à mon avis, il faut commencer à se poser la question de l'intubation. Hein. On peut se laisser quelques heures pour voir dans quel sens ça évolue, mais si le patient ne s'améliore pas, à mon avis, il faut l'intuber. Hein, et je vous dis, il n'y a pas une paire de chance si vous n'avez pas de CPAP. Comme je vous ai dit, les patients chez qui on met une CPAP, 70% seront intubés dans tous les cas. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas de CPAP, c'est pas un drame. Hein. Le drame, ça serait de retarder l'intubation. Très bien. Merci, docteur. Alors, quel circuit on va mettre sur notre patient intubé? Là aussi,
honnêtement, on a changé d'avis entre le début et aujourd'hui. Aujourd'hui, on met systématiquement un circuit avec un humidificateur chauffant et un filtre hydrophobe juste en amont de la valve expiratoire, juste pour filtrer les gaz expirés par le patient. Pourquoi on met un circuit chauffant? Parce que, comme je vous ai dit, on s'est aperçu que ces patients avaient des sécrétions très épaisses, très collantes, et on a eu donc des sondes obstruées. Donc, on essaye de prévenir avec l'humidificateur chauffant. Alors qu'au début, il y a un mois qu'on a démarré, on a pensé avant tout au personnel et on mettait des circuits avec un filtre HME. Donc, c'est très bien pour protéger le personnel, mais par contre, l'humidification est un peu de moins bonne qualité. Si on peut, on va utiliser un système d'aspiration protégé, justement pour pas avoir à ouvrir le circuit quand on veut aspirer le patient. Mais méfiez-vous, enfin, on apprend toujours par l'erreur, on s'est aperçu que ces systèmes d'aspiration protégés sont moins efficaces en termes de qualité d'aspiration des sécrétions que l'aspiration, on va dire, conventionnelle avec des sondes un petit peu plus grosses. Et donc, chez certains patients, il a fallu qu'on reprenne des aspirations conventionnelles parce que on avait des sortes de bouchons muqueux qu'on n'arrivait pas à aspirer avec les aspirations protégées. On va éviter les aérosols pour éviter les ouvertures de circuits et a priori c'est des patients qui n'ont pas besoin d'aérosols et puis on va éviter donc toutes les ouvertures de circuits pour protéger les soignants. Alors quels vont être les objectifs de la ventilation invasive? Eh bien c'est un patient qui a les critères de SDRA, hein, même si c'est un SDRA un peu particulier, je crois qu'il faut garder les mêmes recommandations que dans le SDRA. Donc, on va s'assurer que le volume courant soit entre 4 et 8 ml/kg de poids prédit. On va s'assurer que la pression de plateau, donc la pression dans les voies aériennes en fin d'inspiration, soit inférieure à 30 cm d'eau. On va s'assurer que la driving pressure, donc qu'on appelle pression motrice en français, est inférieure à 15. Donc, je vous rappelle que la driving pressure, c'est la pression de plateau moins la PEP totale. On va revoir après comment on la mesure. On va avoir des objectifs de saturation entre 92 et 96. Si le patient est trop sévère, on peut très bien même avoir des objectifs un peu plus bas. Et puis, on va avoir des objectifs en termes de PaCO2 entre 45 et 55. Il n'est pas question d'avoir une PaCO2 normale, c'est des patients SDRA, et donc on le laisse volontiers dans une hypercapnie permissive, mais on va dire modérée, hein, les recommandations disent autour de 50 mm de mercure. Alors, ce qui paraît important, c'est une fois qu'on aura intubé notre patient, et on va profiter souvent de la petite curarisation de l'intubation pour évaluer notre patient, et ça va nous permettre de décider quelle stratégie on va utiliser, parce qu'on va voir que tous les patients ne sont pas les mêmes. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'évaluer l'hémodynamique. Donc, on va faire une échographie cardiaque. Honnêtement, il y a des myocardites qui ont été décrites dans le Covid. Nous, sur les 40 patients qu'on a intubés, il n'y en a pas un qui a une myocardite. Donc, ça doit exister, mais ça ne paraît pas être si fréquent que ça. Et toutes les échographies qu'on a fait montraient un cœur tout à fait normal. On va évaluer la sévérité en termes d'oxygénation. Donc, généralement, ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait une gazométrie une fois que le patient est ventilé dans un mode contrôlé avec une PEP à 10, et ça va nous permettre d'apprécier la sévérité en regardant le rapport PaO2 sur FiO2. On va regarder la compliance statique du poumon, qui va nous renseigner quelque part sur la quantité de poumons aérés, et ça, on va en rediscuter, c'est très intéressant. On va regarder l'imagerie, donc la radio ou le scanner, et ça va nous renseigner sur la quantité de poumons atelectasiés, et puis on va évaluer si le patient est recrutable ou pas. Donc on va détailler un petit peu ça. La compliance, vous vous rappelez, c'est le rapport entre le volume courant et donc cette fameuse driving pressure ou pression motrice. Donc si vous devez la calculer manuellement, c'est le volume courant divisé par la pression de plateau moins la PEP totale. Si vous travaillez avec des ventilateurs Hamilton, là, votre vie est simplifiée puisque la compliance est calculée, mesurée, cycle à cycle, par une technique qu'on appelle la méthode des moines carrés. Donc, c'est pas tout à fait la même formule,
mais honnêtement, il y a très peu de différence entre les deux, donc on peut très bien l'utiliser. Donc, on va garder en tête qu'une compliance normale chez un patient intubé, c'est entre 50 et 60. Si votre patient est entre 40 et 50, comme c'est le cas de ce patient-là, dites-vous qu'il présente assez peu d'atélectasie, c'est-à-dire que globalement, son poumon est bien aéré. Par contre, si vous calculez ou notez une compliance inférieure à 40, c'est que quand même, on a des atélectasies, que la quantité de poumons aérés est diminuée. Donc, c'est le concept du baby lung. Donc, le patient va être à risque de lésions pulmonaires. Si jamais vous notez d'emblée une compliance qui est très basse, c'est-à-dire inférieure à 25, dites-vous qu'il a quelque chose en plus, ce patient, c'est pas que le Covid. Donc, ça peut être soit qu'il a déjà une fibrose pulmonaire, c'est-à-dire que ce patient a peut-être été ventilé déjà une semaine dans un autre service, il vous est transféré chez vous, et donc si vous notez une compliance basse, méfiez-vous, c'est peut-être qu'il est déjà au stade de la fibrose, ou alors qu'il a une composante pariétale, par exemple, il a une kyphoscoliose, ou il a une silicose, des choses comme ça qui vont bien sûr diminuer la compliance du système thoraco-pulmonaire. Si au contraire vous notez une compliance supérieure à la normale, donc supérieure à 60, c'est que probablement le patient a un emphysème pulmonaire sous-jacent en plus de son Covid qui peut expliquer. Donc vous voyez, de fait de regarder la compliance, ça vous permet de voir quelle est la quantité finalement de poumons aérés et donc est-ce qu'il faut que je recrute? Si le poumon est bien aéré, il n'y a pas besoin de le recruter, il n'y a rien à gagner. Si au contraire le poumon est mal aéré, on va se poser la question de le recruter. Et ça va aussi nous permettre de comprendre quel est le risque lié à la ventilation. Plus on a un baby lung, plus il est risqué de ventiler le poumon. Donc on va utiliser des volumes courants bas et des pressions basses. Docteur Arnat, donc Oui. juste deux petits points. Donc un point de précision et une question. Le premier point de précision, c'est on a remarqué que parfois on a des soucis de capnie, surtout chez les malades candidats à la dialyse en acidose sévère malgré les réglages sur ventilateur. Ça, c'était une remarque suite à l'expérience d'un médecin sur des patients. Donc après, vous pouvez commenter. Et j'ai une question, peut-être vous pouvez commenter ça avant de passer à la question. Alors, c'est sûr que si le patient a une acidose métabolique liée à son insuffisance rénale, par exemple, c'est sûr que vous allez avoir une marge de manœuvre sur l'hypercapnie qui est limitée, hein, puisque on dit l'hypercapnie permissive, d'accord, mais l'objectif c'est quand même de garder le pH supérieur à 7,25. Donc, si déjà vous avez une acidose métabolique, c'est sûr que la marge de manœuvre pour l'acidose hypercapnique est étroite et que des fois, c'est vrai, on ne peut pas faire d'hypercapnie permissive chez ces patients-là. D'accord, merci docteur. Et la question c'est, quel est votre retour d'expérience sur l'admission des patients Covid en réanimation qui étaient apophysmo-automatiques avant leur admission en réa? Est-ce qu'ils présentaient une spécificité sur le plan respiratoire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit là. L'image que vous voyez là, c'est un patient Covid qui vient d'être intubé. C'est-à-dire que, de façon impressionnante, ils sont hypoxémiques sévères. Comme je vous ai dit, ils s'en plaignent pas, donc ils sont peu symptomatiques, ils se plaignent pas de leur hypoxémie. On les intube et ils ont une compliance qui est quasiment normale. Alors qu'on sait tous que dans le SDRA conventionnel, quand on intube ces patients, ils ont une compliance à 30, 35 dans ces eaux-là. Donc c'est vraiment un tableau très particulier, mais rappelez-vous la physiopathologie, l'hypoxémie est due à un problème de capillaire pulmonaire et non pas un problème d'alvéole collabé. Hein, et c'est donc ça explique pourquoi on a cette bizarrerie, compliance normale, hypoxémie sévère. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va aussi regarder l'imagerie. Et généralement, alors au début du Covid, c'est-à-dire les patients qui sont en pneumologie, même ceux qui sont sous oxygène, ils ont volontiers une radiographie thoracique qui est normale, hein, parce que la radio commence à s'aggraver après le patient, entre guillemets. Quand ils arrivent en réanimation, c'est-à-dire qu'ils commencent à être bien oxygénodépendants, c'est rare que la radio soit normale, mais on va avoir ce type de radio avec
donc un syndrome interstitiel assez diffus, pas toujours aussi diffus que ça, et surtout, vous voyez, qui touche pas spécialement les lobes inférieurs, donc effectivement pas de poumons collabés dans les lobes inférieurs. Et puis, une fois qu'ils seront intubés, c'est des patients qui sont un peu obèses, qu'on va laisser sur le dos, donc ils vont volontiers développer des atelectasies dans les bases, comme tous nos patients, si je puis dire, et là, ils peuvent avoir effectivement une diminution de la compliance. Donc, je vous montre la même chose sur un scanner. Si on fait un scanner thoracique à ces patients, au début, on a des images qui sont très frustres, mais très particulières. Vous voyez un syndrome interstitiel très périphérique. On en voit là, on en voit là. Donc ça, c'est pas typique, mais quand même, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, dans le contexte de l'épidémie, c'est quand même très évocateur d'une atteinte pulmonaire par Covid. Et puis, au bout de quelques jours, les choses s'aggravent et c'est plus un syndrome interstitiel, c'est un syndrome alvéolaire avec des alvéoles qui sont condensées et puis des atelectasies qui vont se former dans les zones dépendantes du poumon, comme on est habitué. Donc, vous voyez très bien, ce patient-là, si je l'intube, il aura une compliance normale, le patient de gauche, puisqu'on voit que le poumon est globalement bien aéré, mais par contre, il peut avoir une hypoxémie sévère. Celui-là, il aura aussi une hypoxémie sévère, mais clairement, il aura une compliance diminuée. Et donc, on commence à réfléchir, oui, mais alors je ne vais pas du tout les soigner de la même façon, je ne vais pas utiliser les mêmes réglages sur le ventilateur, évidemment. Donc, comment on va gérer ces patients? Ce qu'on fait, nous, c'est que une fois qu'on a fait la gazométrie avec 10 de PEP, si le patient garde une oxygénation correcte, c'est-à-dire un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 150, c'est ce que j'appelle des SDRA légers à modérés. Vous savez que léger, c'est supérieur à 200 et modéré, c'est entre 100 et 200. Donc, supérieur à 150, c'est léger à modéré. On va utiliser une sédation de confort, mais par contre, on va laisser le patient dans un mode assisté. Ce que je veux dire, c'est qu'on va laisser le patient déclencher le ventilateur. Et ce patient-là, on va pas lui mettre une PEP élevée, on va lui mettre une PEP modérée. Donc, ce que j'appelle modérée, on va dire, c'est entre 8 et 12. Néanmoins, chez ce patient-là, on va surveiller sa ventilation pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de léser ses poumons. Donc, on va surveiller son volume courant. Et clairement, il va falloir que le volume courant soit à moins de 9 ml par kilo. S'il est à plus de 9, c'est pas safe pour son poumon. On va surveiller sa fréquence respiratoire. On va surveiller son effort inspiratoire clinique. Est-ce qu'on a l'impression qu'il fait des efforts importants? Et puis, on va surveiller deux autres paramètres que je détaillerai un petit peu plus loin, que sont la P01 ou la delta P occlusion, qui vont nous renseigner sur la quantité d'efforts que fait le patient et donc la possibilité de le laisser en spontané ou pas. Si notre patient n'est pas très hypoxémique, mais qui fait des efforts importants, il vaut mieux l'endormir et le mettre dans des conditions de ventilation passive. Si par contre il ne fait pas trop d'efforts, on a tout intérêt à le laisser comme ça. Et donc ça veut dire que les patients modérés à sévères, c'est-à-dire ceux qui ont un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 150 avec une PEP à 10, eh bien ceux-là, on va leur proposer une sédation profonde pour un score de RAS à moins 5. Et c'est là où très fréquemment, on est obligé de les curariser. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on va utiliser des grosses doses de sédation pour obtenir le RAS-5. Ils seront endormis, on aura le RAS-5, mais ils auront toujours une ventilation spontanée. Et donc, il n'y a que les curares qui permettront de les mettre dans un mode contrôlé. En tout cas, c'est notre expérience. Et une fois qu'ils seront dans un mode contrôlé, ça va nous permettre d'évaluer la recrutabilité pulmonaire, ce qui va nous permettre de déterminer la stratégie ventilatoire qu'on va utiliser. C'est-à-dire recrutement ou pas recrutement, PEP basse ou PEP élevée. Donc, comment est-ce qu'on peut prédire la recrutabilité pulmonaire? Cette diapo, c'est chez des patients SDRA classiques, si je puis dire, pas spécialement Covid. Chez des SDRA classiques, la recrutabilité dépend de la sévérité, c'est-à-dire plus le patient est sévère en termes d'oxygénation, plus il est recrutable. Je ne suis pas sûr que cette règle soit valable dans le Covid. Ça va bien sûr dépendre des atelectasies qu'on va voir sur le scanner thoracique, et ça, bien sûr,
que oui. Si on a des lésions diffuses comme ça sur le scanner thoracique, probablement que le patient sera plus recruteur que si on a des lésions lobaires. Et ça va dépendre en grande partie de la durée d'évolution. C'est-à-dire que si le patient vient juste d'être intubé, il y a plus de chances qu'il soit recruteur que si on récupère le patient après déjà 7 jours de ventilation mécanique. Là, il y aura probablement de la fibrose et il sera moins recruteur. Alors, comment on va prédire la recrutabilité? Eh bien, il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez faire une courbe pression-volume à des bilans, et c'est pour moi la méthode la plus simple et la plus rapide. Soit il y a une méthode qui vient d'être décrite récemment, qui s'appelle le rapport recrutement-inflation, que je ne vais pas détailler parce que ça prendrait un peu de temps, mais vous avez ici la référence de l'article, il y a même une petite vidéo pour montrer. Alors quand on fait une courbe pression-volume à des bilans, donc ceux d'entre vous qui ont un ventilateur Hamilton voient très bien de quoi je parle. On va faire une courbe pression-volume diagnostique. Le but, c'est de voir est-ce que notre patient est recrutable ou pas. Donc, on va paramétrer notre courbe pour démarrer à 0, aller jusqu'à 40, revenir à 0, inflater de façon très lente. Et donc, le ventilateur va inflater de 0 à 40 sur donc 20 secondes et de 40 à 0 sur 20 secondes. Donc, la manœuvre complète prend 40 secondes. C'est toujours bien toléré, mais il n'y a pas de risque. Et puis après, la ventilation va reprendre. Et vous allez observer la forme de la courbe pression-volume, qui est en fait une exploration pulmonaire. Et donc, si vous avez l'inflation, c'est cette courbe-là. Si vous avez une inflation qui a une concavité vers le bas, ça veut dire que le patient il est peu recruteur, alors que si vous avez une concavité vers le haut, il y a plus de chances qu'il recrute. Et on va regarder ce qu'on appelle l'hystérésie, c'est-à-dire la différence entre la déflation et l'inflation, cette différence de volume-là. Si la différence de volume est large, ça veut dire probablement que le patient est recruteur, alors que si elle est étroite, s'il y a peu d'hystérésie, c'est que le patient n'est pas recruteur. Donc vous voyez, avec une petite manœuvre qui dure 40 secondes, vous arrivez quand même à voir si votre patient il est plutôt du côté des recruteurs ou plutôt du côté des non-recruteurs. Et effectivement, c'est ce qui a été Gattinoni récemment dans un éditorial où il a décrit qu'il y a deux phénotypes dans cette maladie. Un phénotype qu'il appelle low, donc L pour low, ça veut dire bas en anglais, et un phénotype qu'il appelle H pour high en anglais. Alors, de quoi il s'agit? Excusez-moi. Le phénotype low, c'est donc des patients qui ont une compliance normale, qui ont des rapports ventilation-perfusion, il manque la perfusion, qui sont bas, d'accord, qui ont un poumon qui est très peu démacié et qui ont une recrutabilité basse. Donc, je reviens en arrière, c'est clairement celui-là. Compliance normale, poumon très peu démacié et quasiment pas de recrutabilité parce que ce patient n'a pas de poumon collabé. Et donc, ces patients-là, on va les ventiler avec un volume courant entre 6 et 8, mais comme ils ont une compliance normale, c'est pas la peine de faire forcément 6 à tout le monde, 8 ça reste tolérable. Comme ils sont pas recrutables, on va leur mettre des PEP basses, parce que si on leur met des PEP élevés, on va léser les poumons et on n'en gagnera rien. On va pas leur faire de manœuvre de recrutement, et a priori, le décubitus ventral est peu utile chez ce patient. Il peut améliorer l'oxygénation, mais il n'y a rien à recruter. Donc, c'est pas forcément nécessaire de faire du décubitus ventral. À l'inverse, le phénotype H, donc pour high, c'est des patients qui ont une compliance qui est diminuée, un shunt qui est augmenté, un poumon qui est beaucoup plus lourd parce qu'il est démacié et une recrutabilité élevée, donc je reviens en arrière. C'est ce type de patients-là qui ont des condensations, donc diminution de la compliance, baby lung, d'accord? Et du coup, eh bien, effectivement, on a envie de réaérer ce poumon collabé, donc on va plutôt leur proposer des manœuvres de recrutement. Donc, c'est des patients qu'on va ventiler avec un tout petit volume courant, parce qu'ils ont un baby lung, des PEP beaucoup plus élevés pour maintenir le recrutement, mais il va falloir les recruter
soit avec des manœuvres de recrutement, soit en utilisant le décubitus ventral. Donc, vous voyez deux phénotypes de patients avec des prises en charge totalement différentes. Et je dirais qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer une prise en charge aux mauvais patients parce que là, ça ne va pas aller. Évidemment, vous savez très bien qu'en médecine, ce n'est pas tout noir ou tout blanc et vous pouvez imaginer tous les intermédiaires dans ces deux extrêmes. Et c'est bien sûr chez ces patients chez qui on va se poser la question, est-ce que je le recrute, est-ce que je ne recrute pas, est-ce que j'utilise une PEP basse, est-ce que j'utilise une PEP élevée. Dites-vous néanmoins que si on se pose la question, est-ce qu'il faut que je recrute mon poumon? Si vous avez un doute, si vous n'en êtes pas certain, je pense qu'il est plus sécurisé de ne pas recruter le poumon et d'utiliser une PEP modérée, plutôt que de recruter tous les patients et d'utiliser une PEP élevée. Ça, les études nous le montrent dans le SDRA. Et dans le Covid, on a vraiment l'impression que c'est des patients qui, globalement, ne bénéficient pas de manœuvres de recrutement et de PEP élevée. Et au contraire, on a l'impression que ça leur fait du mal. Nous, les 10 premiers patients qu'on a reçus dans le service, on a essayé de les recruter, on a essayé de mettre des PEP entre 14, 15, 16 dans ces eaux-là. Et on a eu des durées de ventilation assez longues et des insuffisances rénales. Et les 30 patients qui sont arrivés après, si je puis dire, on les a gérés complètement différemment, plutôt avec des PEP basses et pas de manœuvre de recrutement. Et on a l'impression que l'évolution était bien meilleure. Alors, c'est pas une étude scientifique, hein, mais c'est notre expérience. Alors, si vous décidez quand même de faire une manœuvre de recrutement parce qu'il y a du poumon collabé et que la courbe PV vous signale que ce patient est recrutable, ce qui peut arriver, ce qui arrive volontiers pour deux raisons, soit chez des patients qui sont en bilan hydrique positif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup rempli, qui ont des œdèmes. Les œdèmes, ils sont aussi dans le poumon, donc ils ont tendance à faire des atelectasies. Soit parce que c'est des patients obèses et du fait de leur obésité, ils développent des atelectasies postérieures dans les zones dépendantes du poumon, et donc ça peut être une raison aussi pour être recrutable. Donc dans ce cas-là, on peut aussi utiliser l'outil, la fameuse courbe PV, mais ce coup-ci pour faire une manœuvre de recrutement. Donc de la même façon, on va régler par exemple la PEP à la pression de départ, on va régler une pression supérieure à 40 par exemple, on va régler une PEP après, alors là elle est à 20, c'est beaucoup évidemment, mais on pourrait la mettre à 15 ou 16, et puis surtout on va régler un temps de pause, donc le ventilateur va faire une pause de 10 secondes à 40 cm d'eau. Je ne vous recommande pas d'utiliser plus de 10 secondes, hein, on fait des manœuvres de recrutement, on va dire sécurisées, hein, safe, et donc ce qu'on va voir sur l'écran, c'est que la pression va monter jusqu'à 40, et à 40, on va voir le volume qui augmente, et ce volume qui augmente à la pression de 40 vous donne une idée, hein, c'est pas une idée très précise, mais quand même, du volume recruté pendant la manœuvre de recrutement. Donc, si je mets mon curseur ici, je vais lire ici que chez ce patient donné, vous voyez, on a réussi à réaérer à peu près 360 millilitres de poumon en 10 secondes, ce qui est pas trop mal. Hein. Un patient qui a un baby lung, il a une CRF qui est autour de 500-600 millilitres. Donc, si vous arrivez à réouvrir 300 ou 360 millilitres, c'est pas si mal. Maintenant, à nous de trouver le niveau de PEP pour maintenir ce recrutement. Alors, quel que soit le mode ventilatoire que vous allez utiliser, on utilise beaucoup les modes automatiques, mais peu importe, comment on va monitorer ces patients quand ils sont sédatés. On va regarder donc la compliance. Vous avez bien compris que la compliance était très intéressante pour savoir quel type de patient on a. On va regarder le volume courant qu'on a réglé ou que le ventilateur règle tout seul. On a dit entre 4 et 8 kilos. On va faire une pause de fin d'inspiration pour regarder la pression de plateau. Vous vous rappelez que les recommandations, c'est de la maintenir inférieure à 30. Et puis, on va faire une pause de fin d'expiration pour mesurer la PEP totale. Donc ici, c'est un patient qui ventile avec une PEP à 8, donc il a une PEP totale autour de 9. Et donc, ce que j'appelle la driving pressure, ou la pression motrice, c'est la pression de plateau moins la PEP totale, donc 16 moins 9, par exemple, ça fait 7 cm d'eau.
Et donc, l'objectif, c'est de la maintenir inférieure à 15. Donc, vous voyez, en faisant comme ça, on arrive à vérifier que notre patient est ventilé sans risque de léser les poumons. Alors, chez un certain nombre de patients, on va utiliser le décubitus ventral. Ça a été beaucoup utilisé dans le Covid, peut-être un peu trop, j'en sais rien. Le décubitus ventral, c'est plutôt un patient sédaté et très souvent même curarisé. Et on va le faire, si on doit faire des manœuvres de recrutement, on va les faire avant le décubitus ventral. On va trouver le bon niveau de PEP avant le décubitus ventral de façon à ne pas avoir à refaire ces manœuvres en décubitus ventral. C'est un peu moins simple. Mais si vous avez décidé de ne pas faire de manœuvre de recrutement et laisser une PEP basse, ben c'est très bien. Le décubitus ventral, c'est des séances entre 12 et 16 heures, puisque les études semblent montrer qu'à moins de 12 heures, c'est moins efficace. Et on a besoin de plusieurs sessions. Dans l'étude de Claude Guérin, c'était 4 sessions. Là, dans le Covid, on a l'impression que c'est souvent un peu plus que ça. Alors, comment on va juger de l'efficacité du décubitus ventral? Eh bien, on va regarder 3 critères. 1, l'oxygénation. Le décubitus ventral est efficace sur l'oxygénation si on a une amélioration du rapport PaO2 sur FiO2 d'au moins 20%. Ça, c'est très fréquent. Ça ne veut pas dire que le décubitus ventral est associé à du recrutement, parce que souvent, le fait de changer les rapports ventilation-perfusion fait que l'oxygénation s'améliore en décubitus ventral. Donc, pour dire que le décubitus ventral est efficace, il faut rajouter un critère, donc soit une amélioration de la compliance, soit un drainage des sécrétions. Alors, toujours pareil, sur les ventilateurs, pour ceux qui utilisent des ventilateurs Hamilton, comme vous avez une mesure si classique de la compliance, vous pouvez tracer l'évolution de la compliance sur, par exemple, les 20 dernières heures. Et là, vous voyez, par exemple, chez ce patient, on l'a mis en décubitus ventral à ce stade-là, et on voit que dans ce cas-là, le décubitus ventral a amélioré la compliance immédiatement, disons 10 minutes ou un quart d'heure, et qu'après, ça s'est toujours un petit peu amélioré au fil du temps. Donc, ça vous permet de voir très rapidement, est-ce que mon décubitus ventral améliore la compliance ou pas. Et chez ce patient, on a vu que ça a permis de diminuer l'oxygénation, donc un décubitus ventral probablement efficace. Alors, à un moment, notre patient va s'améliorer. On parlera des durées de ventilation qui sont plutôt longues, mais finalement, comment est-ce qu'on revient en arrière? Comment est-ce qu'on fait atterrir notre patient? Donc, la pratique qu'on a, nous, c'est que quand notre patient a un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 200 et on va dire qu'il se maintient, on va arrêter de lui faire des séances de décubitus ventral si c'était le cas. On va diminuer la PEP si on avait décidé de mettre une PEP élevée de 2 en 2. Et puis, quand la PEP sera à 10 ou 12, on va arrêter les curares et progressivement diminuer la sédation avec l'objectif que le patient reprenne une ventilation spontanée. Si au cours de cette décroissance, à un moment ou à un autre, on a une aggravation du rapport PaO2 sur FiO2 qui repasse à moins de 150, eh ben on fera marche arrière, c'est-à-dire qu'on prendra les curares, ou qu'on remontera la PEP, ou qu'on reprendra le DV. Et dans le Covid, ça arrive souvent. C'est-à-dire que souvent, quand on fait le premier arrêt, si je puis dire, tentative d'arrêt, ça se passe pas bien. Et on est obligé de reprendre la sédation pendant encore un jour ou deux, et puis on réessaye, et puis à un moment, ça se passe bien. Alors, Docteur Arnal, juste oui. pour l'organisation, comme il nous reste 13 minutes à la fin de la conférence, donc au lieu d'1 heure, on avait mis 1h30 dans le système. Donc, je ne sais pas si vous avez 5 minutes pour éventuellement conclure la présentation. Oui. Et on a déjà 2 questions. Que je laisse à la fin. D'accord. Oui, très bien. Donc, je vais finir là-dessus, ça va aller très vite. Quelque chose qui me semble assez important, c'est donc, si une fois que le patient est en spontané, c'est-à-dire qu'il reprend une spontanée, ou si d'emblée on a décidé, parce qu'il avait une oxygénation correcte, de laisser en spontané, c'est d'évaluer le risque de lésion pulmonaire en le laissant spontané, quel que soit le mode, aide inspiratoire ou ce que vous voulez.
Et comment on va évaluer ce risque? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va regarder le volume courant. Et clairement, il faut qu'il soit inférieur à 9000 kg. Si le patient fait de gros efforts et qu'il a un volume courant supérieur, c'est pas safe. On va voir est-ce qu'il utilise les muscles accessoires pour respirer. Et puis, on va regarder 3 critères. La P01, qui est un indice de commande ventilatoire. Donc, il faut qu'elle soit inférieure à 3,5. La pression d'occlusion, il faut qu'elle soit inférieure à 20. Et on peut même mesurer la pression motrice chez les patients spontanés. Je vous montre ça sur l'écran. Si vous réglez un trigger inspiratoire en pression, le ventilateur vous donne la P01, qui est la pression des voies aériennes, 100 millisecondes après le début de l'effort, et c'est un indice de commande ventilatoire. Donc la normale, on l'a dit, c'est entre 0 et 3,5. Si vous avez un effort important, une commande ventilatoire importante, pardon, vous aurez un effort important qui va être inférieur à 3,5, et on le voit là sur la courbe. Et bien ça, c'est un patient qui a une commande importante, qui va faire un gros effort, et c'est probablement pas safe sur un poumon lésé. Deuxième index que vous pouvez regarder, c'est la pression d'occlusion. Comment on fait ça? On fait une pause de fin d'expiration chez le patient, qui est en mode spontané, et donc le patient va essayer d'inspirer et donc faire des dépressions qu'on va voir sur la courbe de pression, et donc on va mesurer la profondeur de cette dépression. Là, on a une PEP à 8, ça descend à 2, donc en gros, il fait un effort de 6 cm d'eau, c'est pas majeur. Regardez celui-là, qui était un patient Covid, il a une PEP à 10 et il fait un effort majeur qui l'amène à moins 10, donc plus 10 aller à moins 10, ça fait moins 20. Si on trouve quelque chose de l'ordre de moins 20, c'est clairement pas safe de le laisser comme ça. Et la troisième façon de faire ça, la troisième chose qu'on peut regarder, c'est la pression motrice, même en aide inspiratoire. On fait une pause de fin d'inspiration et généralement, chez un patient qui fait des gros efforts, vous allez voir que la pression de plateau est supérieure à l'aide qu'on a réglée, parce qu'en fait, l'aide est c'est la partie ventilatoire, c'est pas la partie patient. Et donc, vous allez essayer de mesurer une pression de plateau, puis une PEP totale, et vous allez faire la différence entre les deux. Et de la même façon, si la différence est supérieure à 15, c'est probablement pas safe. Donc, je vais aller très vite sur la fin. Le sevrage ventilatoire de ces patients est simple. Contre toute attente, ils ont une ventilation longue, mais quand ils récupèrent assez simplement. Et finalement, on n'a pas forcément besoin de les trachéotomiser. Par contre, certains vont s'aggraver de façon secondaire, c'est-à-dire au bout de 10 à 12 jours. Et là, il faut penser aux causes d'aggravation. La première, ça peut être une obstruction de sonde par ces sécrétions épaisses, la survenue d'atelectasie basale, comme chez tout patient, bien sûr la pneumopathie active sous ventilation, mais aussi l'embolie pulmonaire. Ces patients font volontiers des embolies pulmonaires et donc il ne faut pas hésiter à aller faire un angioscan. Et la dernière cause, c'est la fibrose pulmonaire. Donc vous voyez, plusieurs causes et des traitements complètement différents. Quel est le pronostic? La durée de ventilation mécanique est longue, entre 12 et 15 jours, donc c'est un peu désespérant. Mais il ne faut pas désespérer parce que la mortalité, finalement, n'est pas si importante que ça, de l'ordre de 25 à 35%. Bien sûr, pour les patients admis en réanimation, pardon. Bien sûr, elle est plus importante pour les patients qui doivent être intubés. Et surtout, elle est très liée à l'âge, c'est-à-dire que toutes les données montrent qu'au-dessus de 70 ans, le taux de mortalité est franchement plus important. Et au-dessus de 80 ans, patients 80 ans intubés, le taux de mortalité est très important. Je vais passer là-dessus. Je voulais en profiter pour vous parler des modes ventilatoires automatiques, mais on n'aura pas le temps ce soir. Juste pour vous signaler que, évidemment, c'est très intéressant d'utiliser un mode ventilateur automatique parce que ça diminue le nombre de réglages qu'on doit faire et que finalement, les réglages se font un petit peu tout seuls entre deux visites du médecin. Donc, pour conclure, une pathologie qui est très particulière, des conditions de travail qui sont difficiles. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est bien évaluer le phénotype de façon à décider quel est le traitement approprié pour mon patient, d'essayer d'intuber à temps pour ne pas aggraver les lésions pulmonaires. Le plus souvent, quand même, c'est des patients qui ont besoin d'une PEP basse et qui n'ont pas besoin de manœuvre de recrutement, mais il y a des exceptions. Le sevrage est peu compliqué, la durée de ventilation est longue, mais le pronostic est pas si mauvais que ça.
Et enfin, les modes ventilatoires peuvent être très utiles. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long et merci de votre Non, non, attention et je suis prêt à répondre à vos questions. super. Merci beaucoup, docteur Arnal. Donc, sans tarder, on a déjà deux questions, mais j'ouvre effectivement la possibilité à tous de poser les questions que vous voulez. La première question, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur les réglages du respirateur Hamilton pour le drive-in, pour la drive-in pressure? Oui. Bien. Attendez, c'est plus loin, je pense. Voilà. Hein, donc la drive-in pressure, c'est on mesure la pression de plateau, donc on fait une pause de fin d'inspiration. Donc on va sur outils, pause de fin d'inspiration, on attend 5 secondes, après ça se fige. On va mettre le curseur là, sur le plateau là, de pression, et le chiffre va s'afficher ici. Et puis on fait la même chose quelques instants après sur outils, mais pause de fin d'expiration. Donc à la fin de l'expiration, le ventilateur va fermer les valves et on va lire la pression dans les voies aériennes, dans les alvéoles. En fin d'expiration, le chiffre va s'afficher ici et vous faites la différence entre les deux. Très bien, merci beaucoup. Pour la deuxième question, c'est pour les patients Covid et anticoagulation, quelle est votre attitude? Alors c'est une très bonne question. Euh, Actuellement, les recommandations en France, c'est d'utiliser des doses de prophylaxie un peu plus importantes que d'habitude, c'est-à-dire double dose. Donc là où on mettrait normalement, par exemple, du Lovenox 4000, eh ben on fait 4000 fois 2 en préventif. Et bien sûr, si on découvre qu'il y a des thromboses, à ce moment-là, on fait un traitement curatif. Très bien. Et à quelle durée vous curarisez vos patients? Alors, c'est une très bonne question aussi. Euh, D'habitude, dans le SDRA conventionnel, c'est 48 heures, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Là, quand même, dans le Covid, c'est des patients qui restent sévères pendant plus longtemps que ça. Donc, malheureusement, enfin, on est obligé d'utiliser des curarisations prolongées pendant 5, 6, 7 jours. Mais de façon surprenante, on s'attendait à ce que ces patients se réveillent avec des neuromyopathies de réanimation, etc., qui soient très, très altérés. Et c'est pas du tout le cas. On est surpris de voir des patients qui se réveillent plutôt bien, un petit peu confus, mais qui ont peu ou pas de démission à la force motrice, si bien que je crois que sur 40 patients, on en a trachéotomisé 3 et les autres ont été sevrés de façon à peu près conventionnelle. Très bien. Quand est-ce que vous trachéotomisez, nous, après PCR négatif à 12 jours et 15 jours? Oui, ben c'est dans ces eaux-là, nous, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que souvent, l'extubation se fait entre 12 et 15 jours, donc on va attendre de voir si on peut extuber le patient. En fait, tous les patients qu'on a trachéotomisés, c'est des patients qui ont été ventilés plus longtemps que ça, soit parce qu'ils ont fait des pléopathies nosocomiales, soit pour un parce qu'il a fait une fibrose, donc il a fallu mettre des corticoïdes, et donc ça a prolongé les choses, et donc on les a trachéotomisés plutôt au 20e jour. Mais ça dépend de votre pratique. Et puis, si vous avez beaucoup de patients et peu de places de réanimation, on peut être amené à les trachéotomiser un peu plus tôt, les mettre sur des ventilateurs de domicile pour les faire sortir et garder les ventilateurs de réanimation pour les patients à la phase aiguë. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation. Et corticoïdes et Covid, est-ce que c'est grave? Alors, il y a des recommandations qui sont sorties ce matin par les recommandations américaines qui disent clairement qu'il n'y a pas d'indication des corticoïdes dans le Covid, voire même ça peut les aggraver. Donc, si on a un patient qui est sous corticoïdes au long cours, on continue le traitement, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'indication d'instituer des corticoïdes aux phases précoces. Et par contre, si on a l'impression qu'ils font une fibrose pulmonaire post-agressive, donc on est plutôt sur la deuxième semaine de ventilation mécanique, là, il y a peut-être une indication, il y a probablement une indication. Et l'hydroxychloroquine est forme grave Covid? Alors, de la même façon, vous savez qu'il n'y a pas d'études qui montrent
que ce traitement est efficace. Hein, clairement, c'est que des séries et on entend dire de tout et de rien. Les recommandations américaines, et c'est vraiment, enfin les recommandations françaises sont pareilles, et c'est vraiment ce qu'on fait dans le service, c'est que nous on met aucun traitement. On estime qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui ait démontré son efficacité. Donc on ne fait pas de traitement compassionnel. Par contre, ce qui est encouragé, c'est d'inclure les patients dans des protocoles de recherche, si vous en avez, parce que au moins ça permet justement d'avancer vers, j'espère, trouver un jour un traitement efficace. Et ça vous arrive d'arriver à l'OCMO pronostic? Pardon? Ça vous arrive d'arriver à l'ECMO pronostic? Alors l'ECMO, oui, il est. Alors c'est rare. Dans la série italienne, je crois que c'était 2 ou 3% des patients. Mais ce qui est décrit, c'est des formes hyper rapides, hyper sévères. Et effectivement, nous, on en a eu deux quand même, deux patients qu'on a dû mettre sous ECMO. C'est rare, mais il y en a. D'accord, d'accord, super. Et il y a une question, quel est le protocole thérapeutique de votre docteur? Vous n'avez pas terminé la question. Quel est le protocole thérapeutique de votre, est-ce que de votre institution? D'accord, de votre institution, je pense. Alors, je pense que c'était la question, c'est probablement sur les traitements dont on a parlé, les traitements du Ouais, virus, si je peux dire. tout à fait, tout à fait. Allô, docteur? Oui. D'accord, vous êtes là? Donc, en fait, la dernière question, c'était quel est le traitement thérapeutique de votre institution par rapport au virus? Donc nous, comme je vous ai dit, si le patient a été inclus dans un protocole de recherche, on continue évidemment le traitement. Et en ce moment, il y a beaucoup de protocoles de recherche qui sont lancés. Par contre, si le patient n'a pas été inclus, on ne met pas de traitement compassionnel pour l'instant, ni l'hydroxychloroquine, ni le Zithromax, ni des antiviraux. Ni les antiviraux, très bien. Parce que la question, c'était aussi pour les antiviraux, Remdesivir, Lopinavir et Lopinavir. Non, malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui démontre l'efficacité. Par contre, c'est des médicaments qui ne sont pas toujours bien supportés chez les patients de réanimation, donc on peut avoir des effets secondaires. Donc pour l'instant, les recommandations, c'est de ne pas en utiliser en dehors de la recherche. Super. Encore une dernière question. Et les échanges plasmatiques? J'ai aucune expérience là-dessus. Je ne peux pas vous répondre et je n'ai rien lu là-dessus. Je sais qu'il y a eu probablement quelques personnes qui en ont reçu, mais j'ai même pas su si ça avait marché ou pas. Je ne peux pas vous répondre, je suis désolé. Pas de souci. D'autres questions, chers collègues? Très bien. Donc, je pense qu'on a déjà dépassé beaucoup de temps qui était alloué initialement au webinaire, qui était d'une heure. Donc, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup à tous les participants qui nous ont rejoints, tous les anesthésistes réanimateurs qui étaient présents pendant ce webinaire. Et je vais normalement, peut-être que مرحبا دكتور هند. Et donc peut-être que effectivement après, vu que je vous mail, je vais vous envoyer l'enregistrement de cette conférence en deux parties, comme les vidéos sont un peu lourdes. Donc, il y aura une première partie de 62 minutes et une deuxième partie pour la deuxième partie de 35 jusqu'à 35 minutes, je pense, à peu près. Vous aurez les deux liens que vous pouvez reconsulter pour certains aspects que vous souhaitez approfondir. Sachez que nous avons aussi avec nous notre représentant expert ingénieur biomédical, Monsieur Nordine Chatebi de la société Promame, qui est expert de Hamilton et qui peut répondre à toutes vos questions, qu'ils soient d'ordre technique sur l'équipement ou d'ordre éventuellement commercial. Voilà, donc en tout cas, oui, oui, docteur Hind, donc je prends en considération votre point. Merci beaucoup pour tous vos messages de remerciement pour cette conférence. Et nous aurons, Inch'Allah, la possibilité d'en organiser d'autres sur des thèmes plus pointus pour vous permettre, vous, professionnels de santé, d'avoir un regard international, d'accéder à des bonnes pratiques et des recommandations pour vous aider
dans votre énorme tâche que vous faites tous les jours, qui est de prendre en charge les patients Covid-19 avec cette crise sanitaire inouïe que nous vivons malheureusement. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être présents. مرحبا مرحبا et à très bientôt. Je vous enverrai un email dans les 48 heures avec les liens d'enregistrement de ces deux vidéos. N'hésitez pas aussi à le partager avec vos collègues des différents services. Et je vous mettrai aussi les coordonnées des personnes adéquates à contacter directement pour le volet Hamilton et respirateur, Inch'Allah. مرحبا mon ami Ramos, professeur Ramos. Donc, Ramadan Mubarak Saïd à tous. Et Allah يدخّلوا علينا بالصحة والعافية Inch'Allah et bravo pour ce que vous faites sur le terrain. Merci énormément au professeur Jean-Michel Arnal pour avoir préparé et pour sa patience, parce que nous avons eu quelques séances de travail bien avant ce webinaire pour le caler. Merci pour votre humilité, pour avoir accepté, d'adapter votre contenu, pour nous permettre de bénéficier de votre retour d'expérience et votre grande expertise dans ce domaine des respirateurs. Merci beaucoup, docteur Arnal, encore une Je fois. vous en prie. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette soirée. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile et surtout, je vous souhaite de rester en bonne santé, vous et votre famille. Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt, chers amis. Donc là, je vais